Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je crois qu'on est le 6 novembre. Je pense que c'est le texte, je voulais pas le faire ce texte, mais on m'a tellement sollicité ces temps-ci, il y a tellement de choses qui arrivent, et c'est vrai que je pense qu'on est dans le temps des révélations, on est vraiment dans le temps de l'apocalypse, où les choses se dévoilent, et il y a des gens qui prennent conscience de ce qui se passe. Donc je vais vous lire un texte, malheureusement, parce que je l'ai mis par texte cette fois-ci, j'ai pas envie de bafouiller, j'ai envie de rien oublier, à chaque fois j'oublie quelque chose. Hier par exemple dans l'apparence, on pense que les Japonais nous copient, quand on arrive au Japon, on a l'impression que c'est comme chez nous, puis en fin de compte on voit les Japonais qui nous serrent la main, et qui nous sourient, et tout ça c'est absolument pas du tout dans leur coutume, en fin de compte. Quand ils sourient, et ils sourient parce qu'ils sont gênés. On dit par exemple que le chauffeur de taxi, voilà, quand il a fait une bêtise et qu'un policier l'arrête, eh ben, il sourit. Il sourit parce qu'il est gêné, il est comme ça, là, il sourit, il se passe la main sur la tête, oh, ça veut dire qu'il est gêné, ça ne veut pas dire qu'il est heureux. Donc un Japonais, quand vous lui posez une question et qu'il sourit, ça veut dire qu'il ne veut pas vous dire non. Il ne veut pas vous dire qu'il ne sait pas, sans ça il perd la face. Donc je vais essayer de vous lire sans bafouiller ces quelques textes. Je ne sais pas si je voulais mettre plus près, de toute façon ça ne change rien, c'est par rapport au zoom. Donc je suis un petit peu... D'abord je viens de passer 3 heures à écrire, donc j'ai les yeux un petit peu explosés. Je vais essayer de parler doucement. Et puis je viens de recevoir, des impôts, je ne sais pas si c'est la mairie ou la communauté de communes, qui me demande pour 6 mois 114 € de poubelle, voyez-vous. Alors moi j'ai un compost en face de moi, vous savez tout, je suis végétarien. Je mets 99% de mes déchets dans la poubelle, dans les composts, pardon, et la poubelle, je ne m'en sers qu'une fois tous les 6 mois. Je fais à peu près un sac tous les 6 mois. Je ne suis même pas sûr de faire un sac poubelle tous les 6 mois. Et pour ça, on me demande 114 €, alors que je touche 480 € au chômage. Ouais. Voilà, c'est sûr que si tous les internautes qui regardaient mes vidéos me donnaient 1 €, j'aurais de quoi faire un salaire, mon club aurait de quoi faire un salaire. Si chaque abonné donnait 1 € chaque fois qu'il regardait mes vidéos au club, je pourrais faire un salaire et payer les taxes. Vous savez qu'il faut 40 000 € pour faire un SMIC. Hein. Donc voilà, ça vaut le coup d'avoir une licence stable, ça veut l'équivalent d'un BE2 pour se retrouver au chômage avec 480 €. Et on vous demande le quart de ce que vous touchez, hein, une fois que vous avez payé le loyer, les taxes et compagnie, et j'ai 200 € pour vivre, quoi. Donc, et sur ces 200 €, il faudrait que je donne 114 € pour payer un sac poubelle tous les 6 mois. C'est aberrant, c'est aberrant, on marche sur la tête. Et heureusement, j'ai pas de voiture, hein, parce qu'on me dit, oui, mais monsieur, vous utilisez les déchetteries, de toute façon vous allez payer. J'utilise pas de déchetterie, j'ai pas de voiture, je vais pas prendre un canapé sur ma tête et aller le porter à 4 km. Les gens sont cons, ils peuvent même pas concevoir qu'on puisse vivre différemment de tous ces bobos fonctionnaires qui se font du 3 000, 4 000 € par mois de salaire, et puis sont dans leur bureau là, à papoter comme des connasses, et nous on arrive, on leur dit je suis désolé, je touche 400 € par mois, j'ai 200 € pour vivre, et vous me demandez la moitié de mon salaire, entre guillemets, de ce que je touche pour pouvoir payer un sac poubelle. Ils s'en foutent, ils s'en foutent. Eux, ils ont des bagnoles, ils prennent des vacances et tout ça. Je n'ai rien de tout ça, je n'ai rien de tout ça. Bon, enfin, comme on dit, c'est pas parce qu'on a raison que ça va marcher. Hein, c'est pas parce qu'on est honnête et droit que ça va marcher. On est dans une société de consommation, du spectacle, de bobos malhonnêtes, de magouilleurs. Voilà. Enfin, je préfère rien dire parce que je pourrais en balancer. Donc déjà, ça va balancer quand même pas mal ce que je vais vous dire. Donc malheureusement, je vais devoir vous lire un texte. Mais voilà, c'est une épreuve pour moi parce que je vais vous lire à peu près 6 pages ou 7 pages. Mais je ne vous donnerai pas ce que j'ai appris sur le Bushido. Je ne suis pas le seul à avoir compris que c'était une fumisterie. Donc voilà. Je suis désolé pour ceux qui m'ont contacté en me disant non le Bushido, ceci, non le Bushido, cela. Je suis désolé, ça a été prouvé 1000 fois que non, c'est un truc ultranationaliste développé par l'extrême droite japonaise et les Yakuza.
On sait que les Yakuza aident les partis politiques d'extrême droite, voilà. Donc ils ont remis ça au goût du jour, et c'est pour ça, vous voyez, des clubs de karaté, karaté Bushido machin truc, Bushido Karaté Club. Ben voilà, voilà, comme je disais, les clubs de karaté ont été le vivier des partis politiques extrémistes. De mon côté, il y avait beaucoup de gens du FN qui faisaient du karaté à l'époque, hein. On n'était pas beaucoup, mais 80% étaient du FN, voire tous, hein. Il y avait des policiers, il y avait des gendarmes, et il y avait des gars du SAC, voilà, donc le service, la police privée, on va dire, le service politique de Gaulle, a mis en place par monsieur le maire de Marseille, Pasqua, voilà, donc pas mal qui sont morts, voilà. Enfin, je n'ai pas envie d'en parler, ceux à qui j'en ai parlé ont bien compris ce que je voulais dire. Donc oui, en France, Japon, karaté, même combat, extrême droite, ultra-militariste, facho et compagnie. Je vais plutôt parler de mon texte. Alors, c'est difficile pour moi, hein, c'est très difficile de faire cette épreuve, c'est la première fois que je fais ça. D'abord ce matin, Arnaud du côté d'Angoulême m'écrit « Je suis allé dans un cours de kettlebell, c'est une catastrophe. Il n'y avait que des personnes qui manquaient de confiance en eux et des femmes qui cherchaient à briller, voilà, en recherche de mecs, quoi, de mecs parfaits. » Alors je lui ai demandé si c'était un cours de crossfit. Pour lui c'était un cours de kettlebell, parce qu'il me voit faire des kettlebells. Je lui dis il faut faire des kettlebells parce que c'est mieux que la gonflette. Et donc la seule chose qu'il a trouvée, c'est du crossfit. Alors il me dit oui. Alors je lui dis, bah, c'est un problème de mode, hein. C'est une activité pour bobos, pas trop fort fatigués de leur journée de boulot, puisque j'ai pas le droit de dire que les fonctionnaires se fatiguent pas. Voilà, donc à la fac on disait que les entraînements de crossfit servent à faire des compètes de crossfit. Dans 3 ans on n'en parlera même plus, c'est un petit peu comme le MMA, qu'on n'en entendra plus parler dans 3 ans. On sait que par exemple dans cette discipline, la première année de pratique, il y a 80% d'accidents. 80% des gens, dans la première année de pratique, ont des accidents. Bon, alors, tendineux, tendinite, faux mouvements, alors avec des mouvements de kettlebell utilisés pour faire une sorte de muscu rapide, ça ne sert à rien, si ce n'est qu'à faire des compétitions, on est d'accord, c'est un petit peu comme les soi-disant arts martiaux qui font des compètes, et en fin de compte, ça sert à faire des compètes, pas à apprendre à se défendre dans la rue, ni aller sur le champ de bataille. Il faut bien vous foutre ça dans la tête, c'est pour faire des compètes, j'allais dire même des compètes spectacles, avec des mecs qui parient sur vos têtes. Je suis désolé, c'est comme ça, ceux qui ne veulent pas le comprendre, eh ben, ils me foutent un pouce en bas, tant pis pour eux. Au moins, il y a des gens qui comprennent, et même s'il n'y en a que 2 sur 100 qui me comprennent, au moins je ne me sens pas seul. Voilà, donc c'est la mode des super-héros et du féminisme avec les Avengers féminines qui attirent la clientèle dans ces salles, hein. Alors j'appelle ça les bobos, les bobos des caves à vin, hein. Donc les bobos LGBT et les femmes, dès qu'ils fréquentent les caves à vin, et les vikings des bars à bière du samedi soir, bah oui, le vendredi ils ont crossfit, alors le samedi, ils vont faire les cacous avec leur barbe de hipster, leurs tatouages et leur crâne rasé, et les pépettes qui vont draguer dans les bars à vin, qui vont draguer des nanas aussi, voilà. Voilà, le crossfit c'est pour ce genre de clientèle, hein. Si vous en faites, c'est très bien, allez-y, à un moment il va falloir comprendre, hein. Votre corps vous dit pas que c'est complètement débile, vous faites ce que vous voulez, moi je m'en fous, voilà. Et hier c'était Marc qui habite en Vendée, que c'est un millionnaire, j'allais dire, un multidiplômé des arts martiaux, hein. Donc c'est un professionnel, un coach et tout ça. Voilà, il m'explique qu'il y a des gens qui font des stages d'arts martiaux cinéma. J'en ai parlé. Et il me précise que certains sont très heureux d'être médiocres car ça ne demande pas d'effort pour le rester. Putain, depuis le temps que je le dis. Voilà, il y a ceux qui veulent faire des efforts et ceux qui vont sacrifier, comme on dit, au phénomène de mode. Sacrifier leur vie, hein. Donc j'avais déjà dit, hein, Tony Jad, Dacascos et plein d'autres acteurs ont fait des stages d'arts martiaux alors qu'ils ne sont qu'acteurs, comédiens, pas maîtres d'arts martiaux. Le dernier en date, à l'international, c'est Dicayou, je sais pas comment dire, c'est un comédien, hein, un cascadeur qui a une révélation.
suite à un traumatisme, hein. Alors les Asiatiques adorent ça, hein. Les légendes comme ça, il n'est pas monté sur un dragon, mais presque, hein. Et donc il a fait un peu de systéma, un peu de Wing Chun, et il a appelé ça, je sais pas quoi. Mais en fait, je m'en fous comment il l'a appelé. Je dis simplement, c'est un cascadeur, c'est pas un maître d'arts martiaux. Évidemment que ça ressemble à ce qu'on a vu dans les films, puisqu'il fait du Bruce Lee. Lui aussi, c'est un Hollywood, hein. Comme Marc, il m'a dit, j'ai fait un stage avec un gars, élève de Ropers, on l'appelle Hollywood, hein. Il donne des coups de pied un peu partout, et il dit, mais ça n'a aucun sens, aucune pédagogie. Bah, je lui dis, c'est pas parce qu'on sait faire un truc qu'on est un pédagogue. La pédagogie, ça s'apprend, voilà, il faut être né pour ça aussi, hein. Donc je pense que c'est un truc pour les mecs qui n'ont pas besoin, qui veulent pas avoir un brevet d'état ou une licence TAP, ils en prennent, ils foutent 3000 € dans une formation, hop, ils sont intermittents du spectacle, et puis ils donnent des cours de théâtre martial. Au secours, Jeanne d'Arc, comme disait l'autre. Voilà, donc, voilà, c'est extraordinaire. Extraordinaire, les mecs, ils apprennent rien. Ils apprennent rien, c'est juste, voilà, je suis intermittent, je suis doué, j'ai fait du nunchaku en regardant les films quand j'avais 5 ans, j'ai fait des écartés comme ça à la Van Damme quand j'avais 12 ans, je suis dans un club faire un peu de boxe thaï, un peu de Wing Chun, un peu je sais pas moi, d'aïkido, et je crée mon style, mais j'appelle pas ça art martial, j'appelle ça cascade. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce qui est débile, c'est qu'il y a quand même des gens qui... Il y a des gens qui suivent ça, quoi, je veux dire, ils voient pas que c'est du cinéma. Voilà. On l'a vu venir, hein, pourtant, hein, je l'avais déjà dit, mais on l'avait déjà vu venir, hein, les arts martiaux spectacles. L'art militaire est devenu un spectacle. Voilà, la guerre est devenue un spectacle, en direct, hein. Vous vous souvenez, la guerre du Golfe, attention, moi j'étais là, il y avait le décompte, hein, 5, 4, 3, 2, 1, et pssst, on voyait le feu d'artifice, là, Hollywood, là, vous savez, un petit peu quand vous regardez Disney, on voit le château Disney, là, qui a été pris sur le château d'un roi, j'allais dire, oui, je sais pas, enfin, d'un prince ou d'un roi allemand, là, de Bavière, la machin, Louis II de Bavière, je crois, un truc comme ça, bon, bref. Donc on voit le château de Blanche-Neige, hein, je vais l'appeler comme ça, puis on voit un feu d'artifice, et ben là c'était pareil, ça pétait de partout, c'était génial. C'était la guerre, les mecs en face, ils prenaient des bombes, des machins incendiaires sur la gueule, quoi, je veux dire, on les avait désarmés, et après on leur avait tiré sur la tronche, et c'est beau, c'est un spectacle, ça vous rappelle rien? Les mecs à Tel Aviv ou Jérusalem, je sais pas où, là, qui viennent en pick-up comme ça, qui s'installent sur la colline, et puis qui regardent les bombardiers et les drones à l'incendier en face, là, les mômes dans la bande de Gaza. Voilà, et puis ils sont là, et oh, bah, ils applaudissent à chaque explosion, champagne, machin et tout. La guerre est un spectacle, mais je vais y revenir, hein, c'est pas moi qui le dis, hein. Bon, c'est vrai que je suis taquin. Il paraît que je suis taquin, mais comme je dis, c'est vrai que je taquine beaucoup, mais au moins je tapine pas. Voilà. Je suis taquin, mais je tapine pas. Je taquine, mais je tapine pas. Contrairement à tous ces... tous les autres. Voilà, c'est à prévoir, hein. Certains soi-disant arts martiaux avaient déjà commencé à faire des compétitions et des démos de kata. Voilà, des compétitions de kata en musique. Ça vous a pas alerté? Bon, on le voyait venir, hein. Voilà, perso, quand je vois qu'un système, un groupe est corrompu, moi je me casse. Quand ça pue, quand c'est perverti jusqu'à la moelle, je me barre de là tout de suite, voilà. Alors je vais vous lire un témoignage, c'est absolument vrai, j'en fais le serpent, crois-moi quoi de faire, si je meurs je vais en enfer. Hein, c'est du vécu, hein. En 79-80, j'étais champion de karaté Shiaye Kata depuis 72. Les kata, ça faisait 3 ans que c'était mis en place. Pas en musique, hein, je suis pas une danseuse, c'était compétition de kata, je bossais comme un malade. Un jour j'ai vu un juge mettre sur son ardoise 6 et la poser par terre et regarder en l'air, à l'appel de mon nom. Voilà, ça je vous jure sur ma tête que c'est vrai, hein. Ça. J'avais jamais été vaincu, j'étais champion junior, pas de problème. J'avais pas encore commencé mon kata, hein. Il a entendu mon nom, il a mis 6, il a posé. Quand j'ai fait mon kata, le mec il a bien regardé en l'air pour que tout le monde le voie, pour bien montrer qu'il était aux ordres, qu'il avait bien fait ce qu'on lui avait dit de faire. Voilà, les deux autres juges m'ont mis la note la plus haute, et lui il a mis la 6. Donc je ne peux pas être à la fois le pire et le meilleur des démonstrateurs de kata. Donc j'ai été éliminé, voilà. Donc franchement, tu vois, ce qu'il faut savoir, c'est que les juges se concertent dans les vestiaires avant pour savoir qui va gagner, qui va perdre. Voire même la veille dans leur loge, hein, respective. Hein. Donc voilà, pour désigner le vainqueur. Il paraît même les présidents, même voilà, hein, même l'Assemblée Générale, la veille de l'Assemblée Générale, ils se voient dans les loges, c'est ce que disait Henri Play, hein. Ils se voient la veille dans leur loge, et comme ils sont 80% du conseil d'administration, ils élisent leurs copains, leurs frères de loge. Voilà.
Alors quand je vois ça, moi je me casse quand ça pue à ce point-là. Hein. Voilà, après 10 ans de loyaux service, hein, des compétitions, des cours, j'étais bénévole, j'ai fait les cours à Saint-Arroyan. Quand on arrête de me prendre pour un con, voilà. Alors pourquoi? Bah voilà, pourquoi? Bah, je passais senior et puis voilà, fallait pas que je rentre en concurrence avec les seniors. Voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Quand certains dirigeants s'arrangent pour croquer la galette entre eux, je préfère me barrer, je suis droit et honnête et je veux me regarder en face chaque matin. Voilà. Regardez un petit peu les dirigeants fédéraux, à tous les niveaux, régional et départemental, et regardez un petit peu ce qui se passe dans leur compte, et depuis combien de temps ils sont présidents de leur assos. Vous allez avoir une surprise. Voilà, donc on en revient à cette perversion en arts martiaux, hein, transformée en sport de compétition, puis en danse et maintenant en cascade de cinéma. Hein. Je reviens de ce que je dis, hein, cette perversion des arts martiaux transformée en sport de compétition, je dirais en do au départ, au XVIIe siècle, puis en sport au XXe siècle, sport de compétition, et en danse, et maintenant en cascade de ciné. En danse parce qu'ils faisaient les katas en musique et compagnie. Voilà, je l'ai déjà dit, hein, Hollywood décide quel mode sera lancé. Hein. Là c'est le MMA et le crossfit, dans 3 ans c'est fini, on n'en parle plus, il y a autre chose. Place à autre chose. On ne veut plus apprendre à se défendre, ni à perpétuer une école martiale ancestrale. On veut faire du cinéma, on veut attirer les regards à soi. Signe de la déconnexion la plus profonde avec soi-même et au divin et à l'univers, à tout ce que vous voulez. Hein. Le bébé abandonné réclame de l'attention, de l'amour. Regardez mes tatouages, regardez mon crâne rasé, je veux de l'amour, au secours, aimez-moi. Je suis totalement déconnecté, j'ai plus aucune énergie, j'existe qu'à travers le regard des autres. Je veux être un spectateur, je veux aussi être un acteur, regardez-moi. Voilà. Quelqu'un a écrit, quelqu'un qui s'appelle Miyamoto Musashi, je pense que vous connaissez, lorsqu'une école cherche avant tout à se garantir une clientèle en affichant les trophées gagnés en tournoi, elle trompe l'élève quant à la réalité de la voie du guerrier. Et là, il y a un texte qui s'appelle Kazumi. Ça s'appelle, je ne me rappelle plus le nom, je vous le mettrai en lien. C'est le dojo des loges, je crois. J'espère que ce n'est pas les loges maçonniques. Voilà, donc il a fait un très bon texte sur le Iaido, la personne. Alors je vais essayer de vous le sortir. Alors, il commence par ceci. Hein. Une poussée normative de plus en plus construite et coordonnée mène et entraîne toujours plus loin l'art du sabre sur la trajectoire ambiguë de la compétition sportive. Et, par manque de discernement, sacrifie la vertu martiale sur l'autel du sport-spectacle. Je ne suis pas le seul à parler de sport-spectacle. Quoi qu'en disent ces zélés promoteurs, le budo-sport reste et a toujours été un spectacle, destiné à la distraction des foules et à la promotion des marques. Dans ce contexte, le Iaido compétition peut effectivement représenter un marché et se concevoir sous l'angle d'une formule de marketing. Il faut attirer des gens à la pratique pour venir grossir les rangs fédéraux et ainsi obtenir des budgets de fonctionnement les plus confortables possibles. Vouloir endoctriner des pratiquants consommateurs avec ce mensonge, fût-il existentiel, est une imposture. Dans l'univers authentique des arts martiaux, tous les moyens ne sont pas admis pour attirer les pratiquants et gonfler des trésoreries. Je suis content d'entendre ça. Hein. Enfin, content d'être le seul à le dire. Hein. Avec l'attrition toujours plus forte des subventions sportives, il est à craindre que l'érosion ne s'accélère. Il y a ainsi fort à parier qu'apparaîtront bientôt au sein des règles internes qui régissent la pratique tous les artefacts du budo-spectacle. Ceinture de couleur, obtention des grades par voie de compétition spectacle, de démonstration, de kata, pourquoi pas. Hein. Pratique dictée par les règles de l'arbitrage et les goûts publics. Donc on ne frappe plus, on ne fait plus de trucs. Hein, que j'avais dit que j'étais étonné de voir qu'à la boxe française, les gens s'entraînaient au sac de frappe, alors que dans leur compétition, auquel j'assistais, on ne pouvait pas faire mal, on n'avait pas le droit de taper sans armer le pied, sans que l'arbitre puisse le voir, pas de coup fourré, pas de coup par en dessous. Sport-spectacle avec un arbitrage, voilà, il faut que l'arbitre puisse comprendre ce qui se passe. Alors que dans un combat, ce qui va nous sauver la vie, ce qui va pouvoir anéantir l'adversaire, c'est le coup qu'il n'a pas vu venir. Donc que l'arbitre non plus n'a pas vu venir. Mais bon, dans la rue, il n'y a pas d'arbitre. Voilà, même le Iaido, art noble s'il en faut, est tombé dans le piège du sport-spectacle. Hollywood n'est pas loin avec ses nouveaux super-héros bardés de sabres et de katanas. D'accord ? Dans un texte que l'on m'a envoyé, une interview de 3 jours
du maître Zhao Daoqing à la fin des années 80. Il décida peu après l'interview, qui témoigne de la déchéance des arts martiaux chinois de 70 à 1990. L'entretien s'appelle « Entretien de Zhao Daoqing, une sanglante dissection des arts martiaux chinois ». Alors je suis vraiment désolé, ce texte est assez long, pourtant il fait 7 ou 8 pages, j'en ai mis que 2 pages. Mais je vais vous le dire le plus lentement possible pour que vous compreniez. Je ne suis pas sûr d'avoir la bonne prononciation, mais il est vraiment très très fort, je vous assure. Bon, il y a un débat qui se fait, et le maître commence à être vraiment dur en lui, et je me suis bien reconnu dans les propos du maître. Donc, le maître Zhao, lorsque l'interlocuteur accusait le maître d'être trop extrémiste et partial dans ses propos sur la critique des arts martiaux chinois, il répondit, maître Zhao, « Serait-il possible que les arts martiaux actuels aient contracté une maladie incurable? La guérison serait-elle sans espoir? Eh bien, dans ce cas, pourquoi est-il si tabou de parler de ses propres faiblesses et facteurs pathogéniques? Pourquoi avoir autant peur de retirer le masque? Il y a au minimum 2 manières de manifester son amour. La première en faisant preuve de dévotion, de loyauté, de modestie et de compréhension envers ses parents. La deuxième est par l'éducation, inculquer droiture et sincérité à ses enfants. La question capitale à se poser est: comment considère-t-on l'art martial? Comme un chef de famille, une idole, ou bien un outil qui permet de faire évoluer les capacités de l'être humain? Aujourd'hui, les arts martiaux ont-ils besoin d'être flattés ou bien d'être critiqués? Supposons qu'il ait besoin des deux. J'ai déjà assez entendu de formules élogieuses venant de partisans. Pour cette raison, cela ne ferait pas de mal aux arts martiaux d'entendre des propos à la fois extrémistes et partiaux. C'est un petit peu ma façon de parler. Je défends les arts martiaux car je les aime, pas parce que je les déteste, croyez-moi. Zhao répond aussi: ne crois-tu pas qu'aujourd'hui il y a un peu trop d'esbroufeurs, ceux qui font de l'esbrouf, dans les arts martiaux chinois? Certains conservent de vieilles supercheries d'arts magiques transmises par les immortels et d'autres techniques secrètes pratiquées dans les temples oubliés. D'autres se divertissent avec les dernières pratiques scientifiques à la mode ou les récentes compositions littéraires, photographiques et d'autres choses léguées par des maîtres célèbres. Ce n'est pas aussi absolu que ça. Il existe certains styles qui possèdent encore relativement de grandes qualités, ainsi qu'ils ont du potentiel dans le domaine du combat. Cependant, cela ne nous empêche pas d'affirmer une chose, c'est qu'aujourd'hui l'ensemble des arts de Chine souffre d'un fort manque dans le domaine du combat. Puis, à la lumière des autres arts du combat dans le reste du monde, on peut dire que les arts martiaux chinois ont déjà perdu leur capacité compétitive. Le thème de cette interview, c'est: les arts martiaux chinois sont-ils encore compétitifs, c'est-à-dire efficaces, pas pour les compétitions, mais est-ce qu'ils ont gardé leur domaine combatif, leur capacité combative, ou c'est simplement pour faire de l'esbrouf, rameuter des gens, faire du cinéma? Puisqu'au départ, le thème était: est-ce que Jet Li est quelqu'un d'efficace? Ou est-ce que c'est simplement un acteur qui fait dans le cinéma et qui attire des gens dans des dojos, et dans ces dojos, on ne leur propose pas quelque chose d'efficace, mais du cinéma. C'était un petit peu ça le thème. Donc Wang, qui l'interroge, lui dit: c'est vraiment difficile à accepter. Comment peut-on expliquer le fait que ce que l'on trouve dans les matchs d'exhibition, dans les instituts sportifs, dans les entraînements des équipes professionnelles ou des amateurs, dans les performances démonstratives, ainsi que dans tous les films d'arts martiaux, ne soient que des pratiquants avec leurs fleurs brodées Wang? C'est vraiment... avec leurs fleurs brodées... C'est vraiment difficile à accepter. Ah oui, alors qu'il parle de fleurs brodées sur les poings et les jambes, vous voyez. Zhao répond: peut-être que personne n'a jamais voulu ou n'a jamais osé déclarer publiquement dans les médias. Les instituts d'arts martiaux sont des instruments de formalisme esthétique. Cependant, personne ne reconnaît non plus que les maîtres des écoles traditionnelles, dites orthodoxes, sont valables en combat. À tel point que les pratiquants d'art traditionnel de l'équipe du Wushu sont ridiculisés comme des pratiquants de Shangquang, qui s'habillent avec des tenues de boxe traditionnelles. Autrement dit, c'est des gens qui font du spectacle, du cirque.
Wong répond, les instituts d'arts martiaux mettent les Tao, donc les katas, les Taolu, enchaînements codifiés ou mouvements de routine, au centre de la pratique. Cependant, la pratique des Taolu peut également augmenter la condition physique et de ce point de vue participe au renforcement des capacités combatives. D'ailleurs, à l'origine, les mouvements qui composent un Taolu s'inspirent d'une gestuelle de combat. Ce qui n'est pas faux. Il suffit donc de connaître par cœur les enchaînements seuls et avec partenaires pour que, lorsqu'il est question de mettre en pratique, les techniques puissent sortir de manière libre et dispersée. N'est-ce pas également une façon de former au combat ? Par conséquent, on ne peut pas dire que les Taolu enseignés dans les instituts d'arts martiaux soient dépourvus de caractère combatif. Et Zhao répond, si l'on considère que tous les procédés d'entraînement augmentant la condition physique permettent le renforcement des capacités combatives, alors dans ce cas, le basketball, la natation, l'escalade et bien d'autres sports pourraient tous passer pour des arts de combat. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Je pense que l'entraînement au combat mérite son appellation qu'à partir du moment où l'entraînement est entièrement dirigé vers les besoins du combat. De même que la formation, les techniques sont spécialement développées pour être directement appliquées dans le combat. Or, les Tao, mais aussi certaines techniques et méthodes d'entraînement ne font pas partie de ce cadre-là. Canton ne peut être le seul à dire ça. Les maîtres manifestent leur mécontentement. Wang répond, les maîtres manifestent leur mécontentement en disant que les choses du genre, bah tu n'es qu'un traître irrespectueux qui ne fait que vouloir prendre le courant à contresens. Mon art est meilleur en Chine et l'art de la boxe chinoise n'a aucun rival dans le monde. Vous vous souvenez, on dit que je suis quelqu'un qui crache dans la soupe, et dit, mais ça fait 50 ans que je fais ça, je peux en parler. Les petits jeunes qui ont 30 ans et qui ont fait un petit peu de tout là, pendant un ou deux qui essayent de me critiquer, moi j'ai fait au moins 10 ans chaque art martial que je critique. Donc s'il vous plaît. Zhao répond, ils expriment tous la même chose, nous avons très peur, peur de froisser, peur d'y voir clair, peur de choquer ceux qui ont peur, hein, peur de choquer ceux qui ont peur. Au fond, tout cela n'est pas la réalité de l'art martial, mais le fantasme que l'on nourrit autour de celui-ci. Au plus le fantasme sera vivant, au plus la réalité sera déformée. Au plus l'art martial sera dénué de réalité, au plus on aura envie d'utiliser le surnaturel et le fantasme pour combler le vide, le cinéma. La faille qu'il y a dans la théorie et la technique des arts martiaux augmente de jour en jour à cause de ce phénomène. C'est ce que disait Marc tout à l'heure. Plus les gens voient que c'est inutile et ça ne sert à rien de faire du combat, de self-défense, parce que les gens ne viennent plus on va mettre du cinéma pour attirer les gens par rapport à ce qu'ils ont vu au cinéma et qui est en accord avec leur formation. Oui, ils ont été formatés, alors, je ne sais pas comment on peut dire, leur formatisme, leur formatage. Voilà. Wang répond. Aujourd'hui, les gens courent tous après l'argent, ou ont tous envie de croire des choses extrêmement mystérieuses. Est-ce que les arts martiaux chinois continueront de susciter de l'intérêt auprès de la population si ces derniers se transforment en combat ou éclaboussent la chair et le sang? D'où proviendront les financements? Ah, là on parle de financement. Là on parle de sponsors qui donnent de l'argent et des gens qui viennent parier sur des combats. Ah, c'est pas pareil là. Et Zhao répond. Et là franchement, accrochez-vous les gars et les filles, accrochez-vous. Tu as remarqué que les gens se prennent le bec et se battent dans la rue pour un oui, pour un non? Et tu as remarqué que ces 10 dernières années, les passants qui regardent ces bagarres se font de plus en plus nombreux, on est entre 80 et 90. Hein. Et ceux qui se mettent au milieu pour séparer de plus en plus rares, je réponds la phrase sans l'interrompre. Tu as remarqué que les gens se prennent le bec et se battent dans la rue pour un oui ou pour un non? Et tu as remarqué que ces 10 dernières années, les passants qui regardent ces bagarres se font de plus en plus nombreux, et ceux qui se mettent au milieu pour séparer de plus en plus rares? Pourquoi? En raison de l'appauvrissement de notre culture du combat. Les gens sont contraints d'aller admirer des batailles de chiffonniers dans la rue. En plus, ces gens-là se délectent de telles scènes en huant et en incitant à ce que la bagarre continue. À la télévision, au théâtre ou dans la littérature, c'est pareil. Les gens rêvent de visionner des choses réelles ou des scènes violentes de combats d'arts martiaux. Ainsi, les gens ont besoin du combat, de voir du combat ou de faire soi-même l'expérience du combat.
Je pense que si des compétitions de combat s'organisent à notre époque avec des athlètes entraînés, selon des méthodes scientifiques, les arts martiaux dépasseront le football. Et ce sera le sport numéro 1 dans le monde. C'est incroyable ce qu'on veut faire avec le MMA. Vous vous souvenez, ceux qui a créé le MMA, qui a vendu pour des milliards de dollars ou des centaines de millions de dollars son business, là, son concept. De notre point de vue, l'argent dépend de l'enthousiasme du public. Au plus le public sera enthousiaste, au plus il y aura de la publicité, des subventions, des ventes de tickets d'entrée, de la communication par les médias. Et tout cet argent accumulé servira à accélérer le développement des arts martiaux, augmenter le niveau. En augmentant le niveau, ces vedettes du combat seront encore plus célèbres, et leurs fans pourront aussi croire en quelque chose de plus mystérieux. Vous allez voir, le texte qui suit est à tomber par terre. Pour ce qui est des clubs de défense, comme je disais, qui non seulement enseignent les arts du cinéma, c'est-à-dire ce qu'on a vu au cinéma, les gens viennent pour ça, hein, mais aussi ils mettent des gants pour faire un peu plus viril, hein, c'est pas pour faire des compètes. Les compètes, c'est des professionnels qui font ça. Moi, je suis pour le professionnalisme, tout à fait. Hein, c'est chacun son métier. Les gens savent de quoi ils parlent. Ils sont suivis par des médecins, par des masseurs, par des psys. Ils savent arrêter quand il faut. Entre deux combats, on arrête. On se pète pas la tête. Donc c'est un texte que m'a envoyé Richard Roger sur son site. Il a appelé ça le MIMA, le M-I-M-A, Mixed Indifferentiated Martial Arts, l'art martial mixé et indifférencié. Alors ça me rappelle que dans les années 90, lors d'une nuit des arts martiaux à Grenoble, j'avais été invité à faire une marche sur le feu et une démo. Le lendemain, il y avait un comité. Ce qu'ils appelaient un comité de combat. Nous, on faisait la démonstration le vendredi après-midi, je crois, et le soir, je pense que c'est le soir où il y avait un comité. Et donc, il y avait des clubs de trucs que je connaissais pas à l'époque. Hein. Il y avait du Panchak, il y avait du Krav, il y avait, admettons, du Wing Chun, il y avait du karaté, il y avait de la boxe, il y avait de la boxe américaine, il y avait de la boxe thaï. Et donc, chacun faisait sa démonstration, et à la fin, il y avait un petit ring, et ils faisaient une démonstration de combat. On leur mettait des gants et un casque et des protège-pieds, et ils combattaient. Et je vous jure, la réflexion que j'ai faite, c'est que on avait l'impression que c'était les mêmes personnes qui avaient changé de costume chaque fois qu'ils faisaient les mêmes combats. Parce que qu'est-ce que vous voulez faire? Ils faisaient tous du Bruce Lee, ils faisaient tous du Van Damme, ils faisaient tous du combat point-pied en donnant des coups avec les mêmes règles, que ce soit le boxe thaï, le Wing Chun, le MMA, le Panchak, ils faisaient tous la même chose. Ils se tapaient sur la gueule. Et c'est exactement ce que dit mon ami Richard Roger. D'accord? Alors je vous explique son texte, hein. Vous allez voir, c'est super bien et c'est vraiment très intelligent. À partir des années 70 et jusqu'aux années 90, avec notamment l'avènement des premiers combats d'Ultimate Fighting, les arts martiaux connurent aussi une longue et inévitable décadence. Ce qui se passa en son temps avec l'escrime affecta donc aussi les pratiques chevaleresques d'Asie, qui, à mes yeux, n'ont pas su s'adapter à cette décadence imposée comme un exercice de style. Le sport, la compétition, l'amusement des foules au détriment des consciences pour le profit des industries, tout cela ne date pas d'hier. On se rappelle tous du fameux « le peuple a faim, donnons-lui des jeux », panem et circenses, et les arts martiaux ont succombé à cet adage. Le gladiateur de l'arène romaine est devenu le compétiteur en arts martiaux dans le même contexte d'endormissement des consciences. C'est ce qui fait dire à Théodore Adorno dans son œuvre « La vie mutilée », déjà rien que le titre, hein. La tyrannie sportive que les divers despotismes, États totalitaires et régimes policiers ont toujours choyé comme une structure de contrôle politique s'est aujourd'hui affirmée dans l'intermédiaire. Pardon, je redonne le texte parce que c'est extraordinaire. On parle de sport politique, là, hein, de tyrannie sportive politique, hein, tyrannie politique par le sport. La tyrannie sportive que les divers despotismes, États totalitaires et régimes policiers ont toujours choyé comme une structure de contrôle politique. C'est aujourd'hui affirmé dans l'interminable série des panem et circenses où se renforce le populisme, l'aliénation culturelle et la servitude volontaire. Les clameurs du stade, les ferveurs, les passions et vibrations sportives célébrées avec tant de complaisance par les idéologues postmodernes, loin d'être une manifestation de la démocratie égalitaire, débouchent sur une nouvelle forme d'intégrisme, l'intégrisme des foules vociférantes, du culte de la performance, de l'abrutissement populaire par la monstrueuse mécanique du divertissement.
Voilà. En ce qui concerne les arts martiaux, je m'interroge beaucoup sur l'intérêt d'entrer en lice devant une foule avide de violence pour une pratique dans laquelle plus de 20% des protagonistes vont développer des maladies neuropsychiatriques. Voilà une vérité que l'on ne crie pas sur les toits. 20% des pratiquants de sport de combat risquent de développer des maladies neuropsychiatriques. 20%, c'est 2 combattants sur 10, rien d'alarmant. Mais c'est aussi 200 sur 1000. Là, les chiffres prennent plus de sens, sachant qu'il y a plusieurs milliers de pratiquants. Ça me rappelle que dans les années 80-85, après le chaos de Zenaf, qui est en championnat contre, j'ai perdu son nom, en boxe américaine, Battesti, voilà. Donc il y avait la FNBA, la FFBA, donc qui avait l'agrément ministériel. Moi j'étais chez Valera, je crois que c'était FNBA, Battesti c'était FFBA, bref, il y avait des compétitions, une année un qui était champion du monde, l'autre année l'autre était champion du monde, bref, les deux champions du monde, Battesti et Youssef Zenaf, se sont rencontrés, boum, et Zenaf, donc Zef, s'est retrouvé dans le coma et hémiplégique. Il a écrit un livre d'ailleurs, du championnat du monde au RMI, et donc à partir de 85-86, donc c'était ces époques-là, il y a eu d'autres chaos, d'autres comas, donc on a compris qu'on perdait pas mal de neurones. Il était question d'interdire les sports de frappe. La boxe américaine, la boxe thaï devait être interdite. Il y a eu du business, voilà. Et puis ça s'est pas fait. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas... Là, je vous rappelle à la fable chinoise, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? L'avenir le dira. Maintenant, pour les parents des gamins qui sont en prison parce qu'ils ont pété les plombs ou en asile psychiatrique, voilà, ou sur un fauteuil roulant ou hémiplégique, voilà, l'avenir le dira aussi pour eux. À chaque coup perçu au visage, un marqueur biologique s'inscrit dans le cerveau et fait transiter des informations d'alerte qui peuvent être génératrices de migraines, de nausées, de trous de mémoire, pour que celui qui reçoit ces coups comprenne qu'il est important d'arrêter. Voilà, c'est un message. C'est un message qui crie l'alerte du corps au cerveau. Voilà, un cri d'alerte du corps au cerveau. Mais les boxeurs n'écoutent pas. Et je ne parle pas des études qui font état de micro-hémorragie, de cisaillement des lobes frontaux et temporaux du cerveau. Des constats d'augmentation d'accidents cardiaques, de démence, de déficit moteur et des troubles du comportement, de dysfonctionnements sociaux. Je parlais des prisonniers, qui sont à 80% des pratiquants de sport de combat. Voilà. Et donc, M. Richard dit, j'ai commencé sérieusement à m'interroger après la naissance de mon fils. 200 sur 1000. Si mon fils faisait des arts martiaux et de la compétition, et s'il se prenait à vouloir se tester en MMA ou en boxe thaïlandaise, moi en tant que parent, maintenant que je suis informé, suis-je prêt à accepter ce 20% de risque? 2 chances sur 10. Merde. 20% de risque de voir son enfant souffrir de troubles neurodégénératifs, comportements ou neurophysiologiques. De finir sur un fauteuil. Eh bien, évidemment, il y aura toujours celles et ceux qui se nourrissent du spectacle du risque, donc les promoteurs, les parieurs, la mafia du spectacle, on connaît bien, mafia sportive, il n'y a pas que la FIFA, il y en a d'autres. J'ai même pu lire sur un forum, mais vous ne croyez pas qu'on est au courant de tout ça, et on s'en fout, bien sûr qu'on est au courant du risque, on n'est pas con quand même, voilà. Les profs, les clubs, les fédérations, ils sont bien au courant, et puis si c'était si grave, ils ne nous laisseraient pas continuer, si c'était si risqué. Business is business, il y a un petit billet à se faire, comme disait Dieudo. S'il y a un petit billet à se faire, on le fait. Eh bien oui, ben voilà. C'est leur gagne-pain, c'est les paris. Nous on combat, on est des chiens de combat, et les autres s'enrichissent sur notre dos, et quand notre gosse il est à l'hôpital, voilà, où il se met à être comme Mohamed Ali, à trembler de partout, ou comme d'autres qui sont sortis dans les années 60-70 complètement gogol. Voilà. Alzheimer à 50 ans ou 40 ans, bon, enfin, bref. En termes de spectacle, donc de médias et donc d'industrie, pourquoi les combats de free fight attirent-ils autant de personnes? Si on a 20% de sortir du combat avec une lésion grave et des troubles neurologiques, quel est le prix qui permet d'accepter ce risque? Accrochez-vous. Un combattant professionnel MMA comme Alistair Overeem ou George Sinclair touche environ 3 à 4 millions de dollars par combat. Non, c'est bien des millions de dollars. Brock Lesnar a touché un salaire de 17 millions de dollars pour 7 combats. On comprend mieux devant ces sommes pharaoniques que là encore, l'argent et la force commerciale
et le marketing des médias ont fait leur job. 17 millions de dollars pour 7 combats. Est-ce que ça vaut le risque? Quand c'est pas votre gosse, hein. Voilà. Donc là, je ne sais pas si je vais avoir le temps de parler de l'article sur le Bushido, parce que je vois que ma batterie est quasi à plat. Je vais écouter, je vais quand même... Non, je vais vous le faire une prochaine fois. Je vais recharger la batterie, s'il faut, je la fais ce soir. Parce que j'ai quand même pas mal de boulot aujourd'hui ou demain. Donc franchement, voilà, je suis content d'avoir pu réussir sans dormir à vous lire ces textes. Bon, j'avoue qu'il ne reste pas grand-chose et il doit me rester, allez, deux pages à lire. Mais ça parle du Bushido. Est-ce que je tente? Bon allez, je tente, mais... voilà, donc là on était rentré dans l'histoire. Hein. Là je vais parler du Bushido. S'il faut, je la refais si ça coupe. Hein. Donc sur le même style, le même site du Dojo des Loges, le texte qui dit le code du Bushido de l'idéal chevaleresque et la réalité... non, le code du Bushido de l'idéal chevaleresque à la réalité historique contemporaine. Tous les pratiquants d'arts martiaux, même néophytes, ont entendu parler du code du Bushido. Mince compilation du néanmoins large corpus de textes dont les premiers datent d'avant l'ère féodale et perçus du fond de l'inconscient collectif comme le code d'honneur des samouraïs. Or, ce fameux code d'honneur aux préceptes décrétés intemporels et inscrits dans les plis du Hakama a-t-il seulement existé, du moins à l'apogée de la caste des Bushi? Dans ses multiples versions contemporaines, le texte présente le danger d'une interprétation noyée dans les contresens au travers desquels même l'écrivain érudit Mikio Mishima finit par se perdre entièrement en 70. Je vous rappelle qu'il s'est fait harakiri. Voilà. Hyper nationaliste, hyper militariste, harakiri parce qu'il mettait en avant le Bushido. Adossé à une vision erronée et manichéenne de l'histoire pétrie d'interprétations maintes fois révisitées, le code de Bushido peut inspirer des conduites individuelles ou collectives, improprement associées au Japon traditionnel et susceptibles d'altérer le message universel porté par les arts martiaux. Entre la chanson de geste héroïque et brutale et un code matriciel plusieurs fois remanié au gré des régimes politiques de l'archipel nippon, la vérité historiographique se niche quelque part entre l'imagerie romantique et la manipulation des masses. Encore une histoire de manipulation, les amis. Dès lors que, si l'on fait l'effort de redécouvrir son essence authentique et sa portée exacte, dans quelle mesure un présupposé code d'honneur moyenâgeux, censé magnifier une caste militaire en déclin, peut-il encore de nos jours inspirer des budokas de l'ère moderne, sans conduire nécessairement à des impasses, à des attitudes pseudo-martiales et vides de sens? Mais si le Japon vit l'entrée... Alors ça c'est le début du texte et je vous donne maintenant la fin du texte. Mais si, alors là qu'on parle un petit peu que l'Occident a un petit peu balayé toutes les conjectures et tout le sens de l'art martial japonais avec les canons, etc. Les Français, les Allemands, etc. Surtout. Napoléon III, voilà. Avec la mission Shanoan. Et notre ami, vous connaissez l'histoire du dernier samouraï, Jules Brunet. Mais si le Japon vit l'entrée dans l'ère Edo comme un moment de répit dans sa longue histoire tourmentée, c'est à l'extérieur que le monde bouge. De profonds soubresauts agitent la sphère asiatique, au premier rang de laquelle la Chine impériale et confucéenne, qui exerce depuis la nuit des temps un leadership culturel et intellectuel sur l'ensemble du monde oriental. Le conflit colonialiste qui oppose les grandes puissances occidentales de l'époque à la Chine, connu sous le nom de guerre de l'opium, 1840-1860, confronte également le Japon à la question existentielle de sa place en Asie dans le monde après des siècles d'isolement quasi total. Du point de vue du rapport entretenu par le Japon avec son environnement géopolitique immédiat, la première guerre de l'opium et l'humiliation faite à la Chine millénaire sont vécues comme un réel traumatisme. La nouvelle, selon laquelle, pour la première fois de son histoire, l'Empire du Milieu avait été brisé par les barbares étrangers, fait rapidement le tour de l'archipel. Cette catastrophe aura deux effets quasi immédiats. Le prestige de la Chine et du confucianisme sont durablement touchés, ce qui permet l'essor d'un nationalisme japonais nourri par un sentiment d'urgence. Essayez toujours. Voilà. Dû à une crise sans précédent et à quelques enclavures maritimes du sol sacré. Logiquement, des voix qui s'étaient éteintes sous les Tokugawa se font à nouveau entendre, en faveur notamment de la nécessité de renouer avec la tradition guerrière et la valorisation de ceux qui portent les armes. C'est à la faveur de ce mouvement réactionnaire
que le Bushido, tel que nous l'entendons aujourd'hui, voit le jour. Cette évolution des mentalités se retrouve naturellement dans des ouvrages de l'époque. C'est à cet égard que le Shoburon est un exemple typique, essai de l'entre-deux-guerres de l'opium. Il s'agit d'un court récit qui prône la nécessité du métier des armes, en même temps que le premier écrit révisionniste sur la réalité du Bushido. Dans son introduction, on peut lire « La Chine est le pays des lettres, le Japon est celui des armes ». Et l'auteur de préciser que le Bushido s'est donc construit sans apport du confucianisme ou du bouddhisme, s'imposant de lui-même par le pays. Or, l'étude exacte de cette évolution prouve au contraire qu'il n'en fut rien. L'arrivée du Commodore Perry et de son escadron des vaisseaux noirs dans la baie d'Edo le 8 juillet 1853 plonge le Bakufu dans la tourmente et signe la fin du shogunat Tokugawa. Cet épisode, mentionné dans l'histoire japonaise sous le nom de Bakumatsu, a des conséquences immédiates sur un nationalisme naissant qui puise sa légitimité dans la fabrication de fausses sources historiques. Ça vous rappelle rien ? À cette fin, le Bukkyo Zensho Koroku, qui paraît en 1856, est un plagiat du Bukkyo Zen Ropar, par un penseur célèbre de l'époque Yoshida Suin, dans lequel le terme Shido, la voix du lettré, est systématiquement remplacé dans le texte par le mot Bushido, qui s'ensuit un détournement d'une œuvre littéraire qui est du goût de l'époque du terme Bushido, est un élément essentiel à la rhétorique nationaliste. Il sera le mantra préféré des penseurs du mouvement xénophobe des années 1853-1867, favorable à la restauration impériale. Nous sommes chez les xénophobes, là, hein, ceux qui sont contre les étrangers. Hein. C'est sans nul doute dans le livre. Les événements qui suivent l'entrée en force des puissances occidentales sur l'échiquier asiatique accélèrent la radicalisation nationaliste du Japon et l'ancrage du Bushido inventé de toutes pièces, considéré comme consubstantiel à la culture japonaise. C'est sans nul doute le livre Bushido, et c'est rédigé en 1887 à partir d'une série de conférences enflammées données par le chantre du nationalisme, Yamaoka Teishu, qui place pour la première fois le Bushido au centre des traditions qu'il faut absolument maintenir et promouvoir dans un pays qui perd son arme, dans une modernisation à marche forcée. Progressivement, le Japon s'installe dans une posture de résistance à la pression culturelle occidentale, dans laquelle la voie du guerrier s'impose comme la seule alternative valable au confucianisme déchu. Après la victoire japonaise sur la Chine en 1895, la puissance militaire du nouvel empereur Meiji trouve sa justification dans le Bushido nationaliste. Le paradigme est alors inversé. Ce n'est plus le sentiment de crainte de l'invasion qui est en jeu, mais l'orgueil de la race de Yamato qui cristallise une tradition faite de vertus guerrières inventée de toutes pièces. Dans le Japon, autrefois, existait le Bushido. Telle est l'affirmation sans fondement historique qui se répand à la fin du 19e siècle et qui forge la grande partie de la conscience moderne du Japon. Tout est faux, voilà, c'est du nationalisme, c'est de l'impérialisme, c'est appeler ça du fascisme, appeler ça comme vous voulez, de l'ultramilitarisme. Ce qu'on voit dans les dojos et les gens qui se réclament des vertus du Bushido, eh bien c'est du pipeau. Alors quand je vois FF Kama qui nous balance des posters avec les vertus du Bushido pour les enfants. Voilà, moi je vois reparti quand c'était le chantre, quand c'était un dojo de karaté, des viviers, du sac voilà, on a compris de l'ultramilitarisme et du fascisme français. Voilà. Donc voilà, j'ai donné mon coup de gueule, je réponds à Marc, je réponds à tous les gens qui m'ont envoyé des textes, merci pour votre contribution. C'est une vidéo très longue, je ne pensais pas pouvoir la réaliser en une fois. Avant que tout s'arrête, je vous salue et à très bientôt, si c'est possible.